Bienvenue à toutes et tous dans cette émission AFC, 52 minutes de sport sur Africa 24 comme tous les lundis. Au sommaire de ce magazine, nous parlerons de la reprise du championnat de football au Mali et en plateau nous dialoguerons avec un de nos spécialistes. Au Gabon, maintenant, les travaux du stade de Port-Gentil avancent à grands pas. Nous irons sur place avec notre correspondant permanent. Et puis Atif Chaïchouch a fui l'Europe et l'Afrique du Nord pour s'exiler en Turquie, aux confins de l'Asie et de l'Europe, où il brille et il s'est étoffé énormément. Il va nous en dire plus au cours de cette émission. Et justement, nous allons le présenter tout de suite. Atif Chaïchouch, bonsoir. Vous jouez précisément à Sivasspor en Turquie. C'est ça, Sivasspor en Turquie. C'est un championnat très rude, comment ça se passe? C'est vrai que c'est un championnat qui est assez physique, où il y a beaucoup de contacts. Mais bon, ça reste aussi un championnat où on joue au ballon aussi. Oui, et vous allez tout nous raconter tout à l'heure. Nous avons nos éditorialistes, Saïd Afizi, bien sûr, qui est avec nous. Oui, bonsoir José, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et puis Mohamed Kaoui, bien sûr. Bonsoir José, bonsoir à tous. La question de l'AFC, les binationaux doivent-ils jouer avec leur pays d'origine? Vous allez sur nos réseaux sociaux comme d'habitude, ofc@africa24tv.com. Les footballeurs maliens retrouvent de nouveau la pelouse, c'est à la une de l'AFC. Annoncé depuis plusieurs jours, c'est chose faite maintenant avec la reprise du championnat national D1 au Mali. Cette reprise a coïncidé avec la rencontre de Ligue africaine de champions qui a opposé le Stade malien au Cotonou Sport de Gaoua du Cameroun. Mokhtar Bari était notre témoin. Reportage. Au Mali, maintes fois annoncé, maintes fois reporté, le championnat de football a repris le chemin des stades ce samedi 12 mars 2016. La suspension de certains clubs phares du football malien a entraîné un blocage des activités de la FEMAFOOT. L'article 38 du règlement intérieur de la FEMAFOOT stipule que tout club ayant volontairement refusé de jouer 3 matchs d'affilée se voit relégué en division inférieure. Partagé entre partisans de l'application de la sanction et partisans de l'annulation des sanctions, c'est finalement sous la médiation de l'Assemblée nationale malienne que tous décident de s'accorder. Ça a été long à se dessiner, mais Dieu merci, avec l'entremise et l'implication de l'Assemblée nationale du Mali, la représentation nationale, on a pu avoir une bonne sortie de crise. C'est une très bonne chose. Il fallait vraiment un jour arrêter et vraiment jouer au football. Le consensus trouvé a consisté à repêcher les 14 clubs de la saison précédente et 6 autres promus de la 2-1 répartis en 2 poules de 10 équipes, d'où sortiront les 4 premiers de chaque poule. Les 8 équipes s'affronteront pour donner le top 4 des clubs qui représenteront le Mali en campagne africaine. Les ambitions, c'est de bien terminer ce championnat et jouer normalement les compétitions de la Coupe du Mali masculine, la Coupe du Mali féminine et également se placer vraiment dans le top, au moins le top 4 de la Coupe d'Afrique des Nations et Gabon 2017. C'est ça une de nos ambitions. Et l'autre ambition majeure, c'est de pouvoir se qualifier pour la première fois à la phase finale de la Coupe du Monde de Russie 2018. Cette reprise du championnat coïncide avec la belle victoire du Stade malien en campagne africaine face au Cotonou Sport de Garoua du Cameroun par le score de 2-0. Gageons que cette reprise soit définitive. Et voilà pour le football malien. Tout à l'heure, nous allons interroger un de nos experts. Nous allons passer au tableau avec la Coupe de la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Sous 2 tableaux d'abord pour la Ligue des Champions avec les équipes, vous allez voir les résultats, mais surtout les équipes qui sont qualifiées. Young Africans, Al Ahly, Mamelodi Sundowns, Wydad Casablanca, Zamalek également, Étoile de Sahel, il y a Al Merrek. Il y a Enyamba qui s'est aussi qualifié parmi les autres, Zesco United, Molodia Beja, Stade malien, la SEC Mimosa, c'est ça, TP Mazembe, AS Vita Club, Al Ahly de Tripoli et Entente Sétifienne. Nous allons passer maintenant à la Coupe de la Confédération avec les résultats également sur 2 tableaux. Se sont qualifiés Sagrada Esperanza, Mirs El Makaza, il y a Vita Club de Mokanda aussi, Espérance de Tunis, Mouloudia d'Oran, CS Constantine, Fous de Rabat, il y a Azam,
une équipe de Tanzanie, Zanaco de la Zambie, il y a aussi Mounana du Gabon, nous saluons les Gabonais, il y a Kaokwak Marrakech, nous saluons les Marocains, avec le sourire de M. Saïd qui va nous dire est-ce que c'est bien Kaokwab ou un autre nom. Il y a NPPI, il y a Mediama et Al-Hali. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais demander à Atif, est-ce que vous suivez un peu le championnat sur le continent, les championnats des différents pays, ou bien juste le championnat du Maroc, c'est tout? Non, sincèrement, je suis généralement le championnat du Maroc. Mais sinon, au niveau africain, non, Ouais. je reste... Ouais. Je connais pas trop, sincèrement. Quel est le club que vous suivez le plus? C'est Fous Rabat ou bien d'autres? Non, c'est Morlaix Tétouan. C'est le pays de la ville des parents où j'ai grandi, on va dire, pendant mes vacances. Ouais. Donc c'est plus là-bas que je supporte le Morlaix Tétouan, on va dire. La Ligue des Champions maintenant, qu'est-ce que vous a marqué, Saïd, sur les résultats, sur les qualifiés? On a vu le TP Mazembe et Sétif aussi, Sétif et le TP Mazembe qui ont réussi à redresser la barre. Ça, c'est leur expérience au niveau continental et c'est justement la richesse de leur effectif. Ils étaient à un moment donné en danger, ils ont pu redresser la barre et se qualifier. On n'en entendait pas moins de ces deux équipes-là qui restent des ténors du continent. Et la Coupe de la Confédération maintenant, Mohamed? Oui, on a vu un certain nombre d'équipes, surtout des équipes de la Zambie par exemple, qui viennent en compétition Coupe CAF. C'est des équipes qu'on ne voyait pas souvent. L'Afrique du Sud aussi qui essaie de revenir timidement. En revenant sur la Ligue des Champions, quand même, il y a la surprise du champion de Tunisie, le club africain, qui a été éliminé, et à la Ligue du Soudan, qui était demi-finaliste l'année dernière, et malheureusement, cette fois-ci, ils ont été éliminés. Peut-être qu'ils ont vendu tous leurs joueurs. C'est toujours le lot des équipes qui vont plus loin dans la compétition l'année d'avant. Avant de passer à autre chose, le championnat malien a repris. Est-ce que vous avez peur que ça s'arrête? Non, je ne pense pas que ça va s'arrêter. Au contraire, tout le monde avait à cœur que ce championnat redémarre. Il y a eu beaucoup de problèmes l'année dernière entre les différents dirigeants. Et Dieu merci, il y a eu des médiations et on a pu repêcher les clubs qui ont été suspendus l'année dernière, chose faite. Maintenant, la seule chose qui reste, et je pense qu'ils vont avoir l'intelligence de régler ça, c'est la suspension sur les présidents de clubs qui existe toujours. Et je veux espérer que le président de la Fédé va avoir l'intelligence de pouvoir lever ces suspensions-là. Voilà, bien merci. Nous avons suivi particulièrement pendant ces 16e de finale, et vous allez voir en image, Béjaïa, TP Mazembe, le Sétif qui se sont tous qualifiés, Oroya éliminé en Coupe de la Confédération, et puis Fous Rabat également, que nous avons suivi de près, MC Oran, qui ont obtenu aussi leur billet pour le prochain tour. Alors, la C Léopard, éliminée par les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, écoutons les déclarations de l'entraîneur du club congolais, Cyril Donga. Nous étions préparés à relever ce défi. On savait qu'en face, on avait une équipe joueuse. Nous avons encaissé d'entrée un but assassin qui a aussitôt annihilé la volonté de relever le défi. Dès que les Sud-Africains ont marqué, ils se sont retranchés dans leur camp avec un bloc vraiment bas. Nous avons essayé de galvaniser la troupe en lui disant « c'était encore possible ». La suite, c'est notre élimination. Et avant de retrouver Joseph-Antoine Bell tout à l'heure, Atif, je vais vous interroger. Vous avez dû voir des images qui ont beaucoup marqué. Je vais vous interroger, vous, ainsi que Saïd. Ce sont des images de Casablanca où les fanatiques, les hooligans, je ne sais pas si on peut employer le terme de hooligans à Casablanca, qui se sont battus entre eux avec 2 morts. Qu'est-ce que ça vous a... Quelle est votre réaction? Tout d'abord, c'est triste pour le football marocain. Aujourd'hui, on va dire, entre guillemets, on pourrait comprendre qu'il y a un affrontement entre supporters adverses. Mais là, on se rend compte que c'est entre supporters de la même équipe. Et d'en arriver là, c'est malheureux parce que le football marocain est beau, ils ont des très beaux supporters, et c'est malheureux d'en arriver là aujourd'hui. Maintenant, il faudrait qu'on prenne les sanctions et les mesures au niveau de la Fédé pour que ça se reproduise, parce que c'est malheureux pour le football marocain. Oui, avant de retrouver Joseph, Saïd, bien sûr, la CAF a un regard sur ce qui se passe au Maroc, mais aussi la FIFA. Le Maroc qui voudrait organiser une CAN, ça va être très très difficile, ainsi qu'une Coupe du Monde, parce qu'après l'Afrique du Sud, on disait que c'était le pays le mieux placé pour l'organisation de mondial. Tout d'abord, José, si vous le permettez, on va présenter toutes nos condoléances aux familles
Et je me joins à toute l'équipe d'Africa 24 pour présenter les condoléances aux familles. Après, oui, le Maroc, en termes d'infrastructure, est le mieux loti sur le continent avec l'Afrique du Sud, c'est clair et net. En termes d'infrastructures routières, hôtelières, au niveau des infrastructures sportives, je ne pense pas que ce problème-là puisse nuire à une candidature éventuelle du Maroc, parce que c'est un problème qu'on ne retrouve pas au sein des sélections. Ce problème-là d'hooliganisme, etc., on ne le retrouve pas quand les sélections du Maroc jouent. On le retrouve uniquement quand les deux grosses équipes du continent, du pays, que sont le Wydad Casablanca et le Raja Casablanca, jouent. Donc c'est un phénomène qu'il faut combattre. C'est aujourd'hui un groupe de supporters magnifique. Quand ils se mettent à faire la fête dans les tribunes, c'est une ambiance juste exceptionnelle. Mais quand ils se mettent à se bagarrer et à avoir des actes comme ceux-là, il faut sévir, sanctionner, trouver des solutions, sans pour autant faire un stade un peu comme le Parc des Princes, complètement asphyxié et sans aucune ambiance. Merci Saïd. Nous avons Joseph-Antoine Bell avec nous et qui va intervenir sur les binationaux. C'est une question d'actualité en ce moment, surtout il va y avoir des matchs internationaux. Alors Joseph, justement, on a vu beaucoup de jeunes joueurs qui appartiennent à l'ex-colonie française, qui choisissent à l'âge de la majorité de jouer pour leur pays. Est-ce que vous pensez, Joseph, pour vous, c'est tout à fait légitime de la part de ces jeunes garçons? Déjà, bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs. Je pense, Joseph, que ce problème de binationaux est un petit peu plus compliqué que ça quand même, et qu'il faudrait expliquer un peu plus en profondeur. Il faut dire que binationaux, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Les binationaux qui seraient nés à l'étranger, et puis surtout par rapport à une carrière. Ce que vous venez de dire, il est difficile de concevoir qu'un garçon qui est né à l'étranger, vraiment il faut se mettre à leur place, qui est né en France, qui a toujours vécu là-bas, qui a regardé la télévision française, ce petit-là, il se sent français. Et il est allé au centre de formation dans un club en France, son petit club de quartier, c'est en France. Donc il rêve de jouer pour l'équipe de France. Et s'il est suffisamment bon, c'est tout à fait naturellement qu'il tendra à choisir la France. Donc il ne faut pas lui faire peser un poids qui n'est pas le sien. Le pays dont on parle là, qui est le pays d'origine, c'est pas son pays d'origine, c'est le pays de son père, c'est pas lui. Et il faut bien qu'on reconnaisse cela. Et donc, je pense que il faut qu'on comprenne une chose aussi, c'est que par rapport à la carrière, il y a des calculs. Parce que ça, c'est autre chose que le cœur de quel côté il bat. Ce calcul-là, il est lequel? Il est que les équipes en Europe sont beaucoup plus fortes et donc le niveau qui est requis pour y entrer, la concurrence est très forte. Donc certains calculs, quand ils sont moins bons ou encore quand ils sont tangents, ils attendent quand ils sont sûrs de ne plus pouvoir jouer pour la France ou l'Allemagne éventuellement, alors ils choisissent le pays africain. Mais quand ils sont très bons, ils ont leurs copains en France, ils joueront pour la France. Oui, nous avons le jeune Atif Chaïchouch, qui est international marocain, qui est avec nous, qui joue à Sivasspor en Turquie. Un petit mot à dire à Joseph-Antoine Bell, que vous avez connu en tant que grand gardien de but. Hein. Bien sûr, bien sûr. Par rapport aux binationaux, c'est délicat comme question, sincèrement. Aujourd'hui, c'est vrai on a beaucoup de joueurs, on a double nationalité. Aujourd'hui, c'est difficile de faire un choix. Maintenant, c'est vrai qu'on est français. Vous avez choisi le Maroc, hein, pourtant vous avez été élevé en région parisienne. Bien sûr, mais j'ai jamais eu le choix entre la France et le Maroc. Aujourd'hui, j'ai choisi le Maroc, on va dire, parce que c'était le seul pays qui m'a porté un intérêt, parce que l'équipe de France, on va dire, c'est très dur d'y arriver. Mais aujourd'hui, un garçon comme Fekir, je peux le comprendre, qui a choisi l'équipe de France, qui s'est beaucoup fait incendier par rapport à l'Algérie, mais je pense que c'est un choix que je peux comprendre, parce que c'est un choix difficile à faire. Et je peux aussi comprendre un joueur comme Bouffal qui a pris un peu de recul avant de prendre sa décision, parce que c'est pas évident à faire, et qui a choisi le Maroc aujourd'hui. Ok. Joseph, un tout dernier mot à ce propos, des binationaux, à propos, pardon. Oui, je pense qu'il y a autre chose que les pays africains ont à faire, c'est simplement de développer le niveau de vie de leur sélection nationale pour que celle-ci soit plus attractive et le niveau de relation qu'on entretient avec ce qu'on appelle binationaux, il ne faut pas aller les découvrir quand ils ont 18 ou 19 ans. À ce moment-là, il est un peu tard, il faut les découvrir plus tôt.
Si vous voulez qu'ils appartiennent au Maroc, au Cameroun ou à la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas le devenir simplement à 19 ans. Il faut que vous vous rapprochiez d'eux beaucoup plus tôt aussi. Ok. Et que vous leur offriez un niveau de sélection équivalent à la sélection occidentale. D'accord. Merci Joseph pour cette intervention et puis à lundi prochain, bien entendu. Nous allons parler de la Coupe du Monde des U20 filles qui se déroulera du 13 novembre au 13 décembre en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous allez voir le logo d'ailleurs. La FIFA procède au tirage au sort et parmi nos équipes, le Nigeria sera en groupe B contre l'Espagne, le Japon et le Canada. Et en groupe C, le Ghana tombe avec la France, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. À suivre la performance, bien sûr, de nos représentantes sur Africa 24 du 13 novembre. Je vous l'ai dit, au 13 décembre avec Nigeria et le Ghana. C'est la fin de la première partie de cette émission. Saïd et Mohamed vont nous quitter. Nous allons recevoir Roger Itoto et M. Blue Charlemagne. Et nous allons parler, bien entendu, du Gabon. Et Ayatif reste avec nous. À tout à l'heure.